Bonjour tout le monde. On revient avec un nouveau chapitre. C'est Normalement, ça sera le dernier chapitre que je vais présenter. Donc, ça sera l'introduction au génie enzymatique. Donc, le génie enzymatique, c'est une spécialité qu'on étudie. Ça fait partie des différents génies qu'on connaît. Donc, génie génétique, génie mécanique, génie maritime, etc. Donc, génie enzymatique. Donc, on doit savoir ce que c'est, ce que ça implique et c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi ses implications. D'accord. D'abord, pour comprendre c'est quoi le génie génétique, quand on parle du génie, on dit le génie génétique, le génie enzymatique, c'est pas la génie génétique, d'accord, la génie enzymatique. D'abord, c'est quoi le génie? D'abord, c'est quoi le génie? Le terme génie, c'est très important de le comprendre pour comprendre c'est quoi le génie génétique, le génie enzymatique, pardon. Donc, il faut réfléchir étymologiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a deux citations qu'on peut utiliser comme des définitions du terme génie. Les deux sont de Albert Einstein. Donc, la première, c'est le génie, c'est l'aptitude naturelle de l'esprit de quelqu'un qui le rend capable de concevoir. Concevoir, c'est d'imaginer, c'est une question d'idée, de créer des choses, des concepts d'une qualité exceptionnelle. C'est ça ce qu'on appelle le génie. Le génie, aussi, c'est la définition du génie et de prendre le complexe et de le rendre simple. Ça, c'est une citation qui est très courte, mais qui est lourde en sens. Donc, on prend quelque chose qui est complexe. Qu'est-ce qui est complexe? Donc, c'est le problème. Le rendre simple, c'est de trouver la solution. Donc, quand on parle de génie, c'est avoir ses capacités, ses aptitudes. Donc, et le génie, généralement, quand on forme dans le génie génétique ou le génie enzymatique, etc., c'est pour former des ingénieurs. Donc, c'est votre spécialité, c'est de devenir des spécialistes, des ingénieurs, c'est de trouver des solutions aux problèmes qui sont complexes. Donc, d'innover et de créer des choses d'une qualité exceptionnelle. Donc, ça, donc, pour le génie enzymatique, donc, historiquement, donc, des gens qui utilisaient des enzymes pour trouver des solutions à des problèmes, donc ça a toujours existé. Donc, pour le génie enzymatique, c'est l'art de trouver des moyens ingénieux d'utiliser l'enzyme à des fins utiles, précises, appliquées des fins pour régler des problèmes de tous les jours. Donc, les enzymes, on sait qu'elles ont été utilisées depuis l'Antiquité. Donc, le génie enzymatique, il a existé, surtout chez les Égyptiens et les Sumériens, où on a des graphies, on a des inscriptions. On en voit comme ces hiéroglyphes, ou bien chez les Sumériens avec les cunéiformes, la fabrication de la bière, du fromage, du pain, etc. On sait actuellement que tout ça, tout ce qui se fait comme fermentation, etc., ça se fait par des enzymes. Donc, eux, ils l'utilisaient d'une manière indirecte, certes, mais ils le faisaient. Donc, l'utilisation des enzymes, elle a existé depuis l'Antiquité. Donc, mais c'est jusqu'en 1897, on a parlé de cette date, c'est Edward Buchner, qui a découvert que l'extrait de levure, sans champignons, sans levure, vivant, c'est-à-dire sans cellules vivantes, peut faire former de l'alcool à partir d'une solution sucrée. D'accord. Actuellement, c'est-à-dire avec l'avènement des techniques telles que le séquençage, la métagénomique, le clonage, etc., et les progrès technologiques en termes d'efficacité, de rendement industriel, les enzymes sont produites à des fins biotechnologiques avec des méthodes de plus en plus efficaces et novatrices, avec des productions de très grande production, de très bonne qualité. Donc revenons au chapitre d'aujourd'hui. Donc le génie enzymatique, c'est une branche qui concerne l'exploitation des enzymes en passant par l'identification de leurs propriétés. C'est ce qu'on appelle la caractérisation. Ce sera notre dernier TD. Les conditions de leur purification. Donc la purification, ce qu'on a vu pour la purification. Leur modification. Généralement, la modification, ça passe par le génie génétique, c'est-à-dire la modification par clonage, etc. Dans le but d'améliorer leurs propriétés. Et enfin, la production à grande échelle à des fins appliquées, c'est-à-dire des fins économiques et commerciales. D'accord. Excuse.
Pour les sources des enzymes utilisées, donc les enzymes, il y en a tellement sur le marché, mais quand on veut comprendre, chercher les sources des enzymes, donc les enzymes peuvent être extraites de n'importe quel organisme vivant. N'importe quel organisme vivant produit des enzymes, sécrète des enzymes, avec la biosynthèse du métabolisme, pour le métabolisme, c'est-à-dire pour la respiration, ou bien pour la dégradation des aliments, etc. Mais en ce qui concerne les enzymes industrielles, les enzymes, ce que vous voyez ici, en bleu et en jaune, c'est les enzymes microbiennes. En bleu, c'est les levures et champignons, et en jaune, c'est les bactéries. Donc, vous voyez que ça domine largement la production des enzymes. En rouge, c'est les animaux, et en vert, c'est les plantes. Donc, vous voyez que c'est marginal. Pourquoi? D'abord, pourquoi les champignons et les levures? C'est pour des raisons plus pratiques. La croissance des champignons, c'est à des pH faibles. Donc, comme la croissance à des pH faibles qui sont faibles, des pH acides, donc on n'a pas besoin de régler le pH au cours de la croissance. Si c'était 16, 7 par exemple, un pH moyen, donc on devrait faire de titrage, c'est-à-dire des solutions de titrage, NaOH, OHCl, etc., pour régler le pH. Ça va nous causer un problème à la fin, parce que quand on obtient le produit, on doit retirer toutes tous les contaminants, parce que le citron, ça va devenir un contaminant, on doit l'éliminer. Donc ça, c'est un travail en plus, donc c'est des coûts en plus. C'est ce qu'on appelle le downstream processing. On a moins de contamination. On sait quand la solution elle est acide, on a moins de contamination microbienne. Parce que la plupart évoluent à d'autres pH. C'est bien connu, les levures et les champignons sont très bien connus en industrie, parce que c'est les premiers qui ont été découverts. Moi, je vous rappelle Edouard Buchner avec la levure, la fermentation. Et les cellules, elles sont recyclables, sont facilement recyclables. D'accord. Ça, c'est pour les levures et les champignons. Les enzymes microbiennes. Donc là, on sait que les enzymes microbiennes dominent les applications industrielles. Donc pourquoi elles sont préférées? Donc les micro-organismes sont préférés en tant que source d'enzymes pour les raisons suivantes. Donc pour la croissance qui est rapide. La croissance qui est rapide, le cycle de vie de micro-organismes, donc ils se multiplient exponentiellement. Vous avez vu la phase de latence, la phase exponentielle, la phase, etc., et la mort, etc. Le cycle de vie il est très très court, il est très bref. Donc, on a une croissance rapide. Croissance rapide en termes d'industrie, c'est-à-dire des coûts en moins et une production qui est élevée. Donc, un cycle de vie très court avec une croissance exponentielle. Donc, c'est l'idéal par rapport à un animal ou bien un végétal qui a une croissance normale, lente. Diversité des micro-organismes. Cette diversité des micro-organismes, ça va nous donner quoi? Cette diversité des micro-organismes, elle va nous donner une diversité des propriétés. Donc, c'est tout un panel de propriétés qui peuvent être intéressantes, c'est-à-dire les types d'enzymes et leurs propriétés sont très très variés par rapport aux animaux et aux plantes. On a une haute stabilité, donc on retrouve chez les micro-organismes, surtout les micro-organismes extrémophiles, des enzymes qui sont très stables, stables à la température, au pH, etc. Donc ça c'est très intéressant, on ne le trouve que chez les micro-organismes. On a une amélioration génétique facile parce que c'est facile de manipuler le matériel génétique d'une bactérie, de faire l'extraction de l'ADN, c'est très facile, de faire des clonages, etc. Donc la manipulation génétique et l'amélioration, elle est plus facile. On a un faible coût de production parce qu'on a besoin que d'une cellule, etc. C'est-à-dire, c'est pas une cellule qui va donner une grande biomasse. Donc on n'a pas besoin d'investir beaucoup d'argent. On a des contenus enzymatiques plus prévisibles et contrôlables parce que la croissance, elle est facile à contrôler, à prévoir, parce que le cycle de vie, il est facile, il n'est pas très complexe. Donc, c'est pas une reproduction sexuée, c'est une reproduction asexuée. Donc, on peut prévoir et la croissance et le rendement. Les milieux de production avec des substrats disponibles, donc quand on connaît le substrat, et des compositions constantes, et généralement leurs enzymes, les enzymes qu'on utilise à partir des micro-organismes, sont extracellulaires. Donc l'enzyme qui est sécrétée à l'extérieur de la cellule, elle va nous faciliter l'extraction du produit à la fin et la récupération de l'enzyme. Donc tout ça, c'est les avantages des enzymes microbiennes par rapport aux enzymes animales ou végétales. Donc, pour choisir
Donc les micro-organismes, le choix du micro-organisme. Donc on sait que le micro-organisme domine, mais quel micro-organisme utiliser? Donc la production industrielle d'enzymes, il y a certains genres qui dominent. De très loin, c'est Bacillus, Aspergillus, Saccharomyces, etc. Donc c'est des genres bactériens, champignons, levures, qui sont très très connus et très, très utilisés. Mais pour choisir le micro-organisme, on doit privilégier trois choses. Trois choses. On doit avoir une production qui est élevée. On doit savoir que cette souche produit beaucoup cette enzyme de manière constitutive. C'est quoi de manière constitutive? Parce qu'il y a des enzymes qui sont produites d'une manière constitutive et d'autres de manière inductible, induisible. On doit l'induire. C'est très important. De manière constitutive, c'est-à-dire l'enzyme, son gène va s'exprimer de toute façon, c'est une protéine constitutive, c'est-à-dire elle fait partie de la constitution, donc le micro-organisme il va la sécréter dans sa croissance, il va de toute façon la sécréter dans une des phases de sa croissance. Si elle est induisible, elle n'est pas sécrétée jusqu'à ce qu'elle trouve qu'il y a un signal, qu'il y a un substrat, son substrat dans le milieu, donc c'est une induction. Ça peut arriver, donc s'il y a une induction, elle doit être rapide et peu coûteuse. D'accord? C'est ça qu'il faut faire attention. Donc, mais l'idéal, c'est qu'elle soit produite de manière constitutive et aussi qu'elle soit une souche sans danger. Une souche sans danger, les micro-organismes, on sait que certains sont pathogènes. Donc, on ne peut pas utiliser, par exemple, dans l'alimentaire, etc., n'importe quelle souche qui peut être pathogène. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le statut GRAS. Ce statut GRAS, en anglais, c'est Generally Recognized as Safe. C'est un label qui est donné par le Food and Drug Administration. C'est une institution américaine. C'est une institution américaine de sécurité alimentaire. Donc, c'est Food and Drug Administration qui donne ce label grâce que la souche, elle est sûre. Donc, quand on va acheter une souche, par exemple, sur Internet qui est par Internet qui est très productive, qu'on connaît très bien et tout. Donc, on va chercher si elle a ce statut. Donc, pour les enzymes animales et végétales, elles ont été très utilisées avant, jusque dans les années 70, parce que on croyait que les enzymes animales et végétales sont plus sûres et il y a moins de risque de contamination par des plantes et des animaux que par des micro-organismes, par des microbes. Donc, ça a été prouvé qu'ils avaient tort. Cependant, leurs nombreux inconvénients ont dirigé la production vers des sources microbiennes. Donc, c'est là qu'on va voir pourquoi on a commencé à privilégier. Bien sûr, on a vu les avantages des micro-organismes. Là, on va voir c'est quoi les inconvénients qui nous ont dirigés vers la production des enzymes par les micro-organismes et pas par les plantes et les animaux. D'abord, pour les animaux et les plantes, ils ont un rendement d'extraction faible et coûteux. Généralement, c'est des endoenzymes, donc c'est des enzymes intracellulaires. Donc, il y a le rendement d'extraction, il est faible. Quand on fait des extractions, on n'extrait pas la totalité. Donc, le rendement, vous vous rappelez du rendement dans la purification, on a des pertes, est très coûteux. On a deuxièmement une croissance qui est lente des animaux et des plantes. Bien sûr, elle est lente par rapport imaginez le cycle de vie d'un animal qui doit atteindre un certain âge pour faire l'extraction, ou bien une plante. Donc ça va se compter en jours, voire en mois, voire en années. Alors que le micro-organisme, c'est en quelques heures, on obtient un bon rendement. Troisièmement, la production non régulière. Elle n'est pas contrôlable, la production. Ça fait partie du métabolisme. La production de cette enzyme, elle est liée à toutes les voies métaboliques du corps. Donc tout est lié. Donc, cette production elle n'est pas régulière comme celle d'un organisme qui est très simple, comme un micro-organisme, une bactérie, un champignon, où on peut prédire la production. On a un problème de toxicité. On sait par exemple, surtout chez les plantes, que certaines molécules, surtout du métabolisme secondaire, comme les polyphénols, ou bien les tannins, les alcaloïdes, la caféine, etc., tout ça, ils sont toxiques. Donc ils peuvent présenter de la toxicité pour le manipulateur et pour le consommateur. Et enfin, on a un problème d'éthique, surtout chez les animaux. Donc on a de plus en plus d'associations, de gens qui s'intéressent aux droits des animaux, etc. C'est justifié. Donc on ne peut pas
on ne peut pas c'est-à-dire, faire des productions à très grande échelle avec des êtres vivants comme les animaux. Donc ça pose un problème éthique. Donc on va donner un petit exemple pour comparer la production d'une même enzyme chez les micro-organismes et chez l'animal. Donc, on a la rénine ou bien la chymosine. Ça, c'est une enzyme qui est utilisée dans la production des fromages. Donc, c'est une protéase qui attaque la caséine et fait une coagulation. Donc, on produit un fromage avec. Cette enzyme a été toujours produite par un extrait de l'estomac du veau, le veau, le petit du bœuf ou de la vache. Donc, à un certain âge, donc, on va donc on va faire l'élevage de ce veau jusqu'à un certain âge, avec une bonne alimentation, etc. Et on va obtenir un extrait de 10 kilos. En plusieurs mois, on va obtenir 10 kilos de chymosine. Donc on va l'utiliser. La même, la même enzyme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait son expression, donc par clonage. Donc on a pris le gène de la chymosine de la vache, on l'a cloné dans la bactérie Bacillus subtilis et on obtient actuellement, dans la production industrielle, 20 kilos en 12 heures. Donc vous voyez, 10 kilos en plusieurs mois et 20 kilos en 12 heures. Donc c'est ça le génie enzymatique. Donc les gens, ils ont trouvé des moyens de produire plus en un temps moins court, plus court. Donc, on va voir les avantages et les inconvénients, les limitations. Donc, on ne va pas dire les inconvénients. Il n'y a pas d'inconvénients, il y a des limitations. Il y a des problèmes qui sont réglés. Donc, les avantages, bien sûr, on a des petites quantités d'enzymes. On a dit que l'enzyme, c'est un biocatalyseur, un catalyseur biologique. Donc, il agit comme un catalyseur, mais à de très petites quantités. Ça, c'est très avantageux. Donc, si on a un gramme, on fait plusieurs cycles de catalyse. Donc, d'accord. On a une haute spécificité de réaction. Donc, la réaction, elle est très spécifique. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de problème. Quand on donne le bon substrat à l'enzyme, on aura le bon produit. On a des enzymes, les enzymes sont recyclables, donc l'enzyme à la fin de la réaction, elle ne va pas réagir, c'est pas un réactif, donc à la fin, on va la récupérer pour plusieurs cycles. C'est des procédés non polluants. D'accord. On a l'absence de toxicité et la maîtrise de technologie de production des enzymes, donc elle est très maîtrisée vu que c'est très ancien. Les limitations qu'on rencontre, on a des productions qui sont coûteuses. Donc on a les souches coûtent très cher, les milieux de production des fois ils sont très complexes, donc des fois il faut supplémenter avec des vitamines, etc. On a une purification qui est délicate et coûteuse, on l'a vu dans le TT, donc la purification c'est un processus qui est très délicat. On a des risques de dénaturation, donc c'est la labidité des enzymes. Une petite contamination peut causer l'inhibition, donc les inhibiteurs c'est des molécules qui vont interagir avec l'enzyme, donc on a vu les types d'inhibition. Et difficulté de maintenir les conditions de catalyse. Donc, un choix étroit, ça veut dire quoi? Les conditions de catalyse, c'est les conditions idéales pour la production de cette enzyme. Il faut les maintenir, c'est-à-dire un bon pH, une bonne température, telle salinité, tout doit être dans de bons champs. Et c'est difficile de maintenir ça quand on est dans les fermenteurs. On va le voir par la suite. Les catégories d'utilisation d'enzymes. Les enzymes sont utilisées, il faut savoir, soit d'une manière indirecte, soit d'une manière directe. Si l'organisme ou l'organisme qui produit, c'est-à-dire le micro-organisme, ou bien des substances contenues dans cet organisme, un liquide par exemple, etc., est utilisé, on va parler d'une utilisation indirecte. Par exemple, l'utilisation de la levure, Saccharomyces, dans l'industrie de la boulangerie, du pain. On ne va pas prendre l'alcool d'hydrogénase pour faire la fermentation. Non, on va prendre la levure elle-même et on va l'utiliser pour la production du pain. Donc, c'est une utilisation qui est indirecte. D'accord? On a l'utilisation directe de l'enzyme. Ça passe par la purification, l'utilisation de la purification. Donc, on va purifier l'enzyme. Par exemple, l'utilisation pour la production du sirop de glucose, on utilise les amylases qui sont pures. Ou bien une préparation enzymatique. Une préparation enzymatique, c'est quoi? C'est un consortium de 2 enzymes ou plus. Donc, on peut prendre plusieurs enzymes. Par exemple, dans une lessive, on peut utiliser des amylases, des protéases, etc. On va faire un consortium. C'est ce qu'on appelle préparation enzymatique ou même l'extrait brut. L'extrait de l'enzyme brute, comme on l'a vu,
dans le TD de purification.